J'ai payé 46 000 $ pour leur mariage, je leur ai acheté une voiture et je les ai même laissés vivre chez moi. Puis maman m'a envoyé un texto, je préférerais perdre mon fils que ma fille. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai répondu, parfait. Maintenant, payez tout vous-même. J'ai retiré mon aide. Il y a 10 minutes, on a sonné à la porte. Je n'ai rien commandé, mais le colis porte mon nom. Je m'appelle Daniel. J'ai 31 ans, l'aîné, le responsable, le soi-disant pilier de notre famille. Mais si vous m'aviez demandé à Thanksgiving dernier qui j'étais, j'aurais dit quelque chose de plus doux. Je vous aurais dit que j'étais le type qui était toujours là, qui payait sans qu'on le lui demande, qui ne voyait pas d'inconvénient à être le personnage secondaire à chaque réunion de famille tant que tout le monde souriait. J'étais celui qui a payé les frais de scolarité de ma sœur, celui qui a co-signé le prêt immobilier de mes parents quand le crédit de papa s'est effondré. Celui qui réparait les éviers cassés, achetait les courses sans garder les reçus et envoyait de l'argent avec un emoji souriant en guise de mémo. Je pensais construire quelque chose de réel avec eux, quelque chose d'inébranlable, mais j'avais tort. Ça a commencé, non, ça a explosé à Thanksgiving, le dernier que j'organiserai. Tout le monde était rassemblé autour de la longue table en chêne de ma salle à manger. Je l'avais restaurée moi-même 2 étés auparavant, la ponçant dans le garage pendant que ma sœur Becca buvait des lattes glacées à l'ombre et parcourait Pinterest pour la décoration de son mariage. Elle voulait un thème, rustique chic. Elle ne savait pas ce que le ponçage impliquait vraiment. La dinde était découpée. Les bougies vacillaient. Tout le monde avait son vin. Et puis sont venus les toasts. C'était censé être léger, amusant, un peu de gratitude, quelques rires. Becca a fait teinter son verre et s'est levée, chancelant légèrement sur ses talons. « Je veux juste remercier maman et papa », a-t-elle dit, rayonnante. « Pour avoir toujours été là pour moi, pour nous avoir aidés, Ryan et moi, à traverser tout ça cette année, pour avoir été une vraie famille. » Il y a eu une pause. « Et bien sûr », a-t-elle ajouté avec un sourire en coin. « Daniel, pour, vous savez, avoir payé des trucs. » Quelques rires étouffés. Pas le mien. Ma fourchette s'est figée en l'air. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas respiré. J'ai attendu que quelqu'un, n'importe qui, ajoute quelque chose, pour adoucir le coup, pour dire, en fait, Daniel a fait bien plus que ça. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le rire de ma mère, fort et fier. Eh bien, chérie, à quoi servent les grands frères? Et d'un coup, je n'étais plus à ma propre table. J'avais de nouveau 8 ans, regardant Becca pleurer pour se sortir d'une bêtise pendant que je restais dans le coin, silencieux et blâmé. J'avais 16 ans, lui donnant l'argent de mon anniversaire pour sa facture de téléphone. 23 ans, virant mon premier bonus à mes parents pour qu'ils ne stressent pas 31 ans. Toujours le distributeur automatique sur pattes. Je me suis levé, pas en colère, pas de manière théâtrale, mais c'était suffisant pour que la pièce devienne silencieuse. J'ai besoin de prendre l'air, ai-je dit. C'est là que ma mère a levé les yeux, son verre de vin à la main, et a prononcé les mots qui ont tout déclenché. « Oh, ne sois pas si sensible, Daniel. Ce n'est pas toi qui es blessé ici. » Je me suis arrêté net. Victime. C'est là que j'ai su. Ils ne me voyaient pas. Pas vraiment. Et ce qui s'est passé ensuite? Ils ne l'ont pas vu venir non plus. Vous voulez toute l'histoire? Très bien. La voici. Il y a 3 ans, ma sœur Becca m'a appelé en larmes. Elle et Ryan, son petit ami depuis 6 mois, étaient tombés enceintes accidentellement et ne savaient pas quoi faire. Nos parents étaient furieux. Papa ne voulait même plus lui adresser la parole. Maman a dit qu'elle allait prier là-dessus, ce qui, dans notre famille, était un code pour « débrouillez-vous sans nous ». Alors, Becca est venue vers moi. « J'ai juste besoin d'un peu de temps, Daniel », a-t-elle murmuré au téléphone. Juste le temps qu'on se remette sur pied. Je venais d'emménager dans ma première vraie maison, une maison de 3 chambres à Kirkland avec un bureau et un petit jardin. J'avais économisé pendant des années, reporté des vacances, renoncé à des bonus, travaillé les week-ends. C'était censé être mon nouveau départ. Au lieu de ça, c'est devenu le leur. Bien sûr, ai-je dit, venez rester chez moi. Ils ont emménagé 2 semaines plus tard. N'ont rien apporté. Pas de berceau, pas de vaisselle, pas de plan. Juste des cartons de vêtements et une friteuse à air d'occasion dont Becca prétendait ne pas pouvoir se passer. C'était le début.
Ce qui a suivi a été un effacement lent et épuisant des limites. De mes limites. Au début, c'était temporaire. Puis, juste jusqu'à l'arrivée du bébé. Puis, jusqu'après le mariage, puis, jusqu'à ce qu'on économise pour un acompte. Sauf qu'ils n'ont jamais économisé. Je payais les courses. Je couvrais les factures. J'ai même avancé 12 000 $ pour la césarienne d'urgence de Becca quand leur assurance a fait défaut. Ryan a dit qu'il me rembourserait. Il n'en a jamais reparlé. Et pourtant, je ne me suis pas plaint, parce que c'est ce que j'étais dans cette famille, celui qui arrange tout. Le jour où la voiture de Ryan est tombée en panne, il a déboulé dans mon bureau en pleine réunion et a dit « Hey mec, on est en rade. Tu penses que tu peux nous dépanner pour une voiture ?» Je pensais qu'il parlait d'un Uber. J'avais tort. Ils sont revenus du concessionnaire 2 jours plus tard avec une Jeep Cherokee d'occasion à mon nom. À mon nom, juste temporairement, a dit Becca. Jusqu'à ce qu'on la refinance. Tu as un bon crédit. Pourquoi ne pas l'utiliser? J'avais la poitrine en feu. Je ne pouvais même pas argumenter. J'avais déjà signé les papiers. Et je continuais à me dire, c'est ce que fait une famille. Mais le pire, ce n'était pas seulement l'argent. C'était le silence qui suivait chaque fois que je demandais du respect. Comme quand je leur ai demandé de nettoyer derrière eux. Ryan a souri d'un air narquois. Tu te comportes comme un propriétaire. Ou quand j'ai suggéré de fixer une date de départ. Becca a ri. Alors maintenant tu mets ta nièce à la porte. Waouh. Chaque fois que j'essayais de tracer une ligne, il me faisait sentir comme le méchant, comme si j'étais égoïste, cruel. Ma mère renforçait cela. Tu sais, ta sœur a beaucoup souffert, disait-elle, la voix suintant de culpabilité. Tu es le plus stable. Tu peux aider, alors pourquoi ne le ferais-tu pas? Mais elle ne m'a jamais demandé ce dont j'avais besoin. Pas quand j'ai pris un deuxième travail en freelance pour m'en sortir. Pas quand j'ai arrêté de sortir avec des gens parce qu'il y avait un berceau dans ma chambre d'amis. Pas quand j'ai commencé une thérapie pour gérer l'anxiété de rentrer chez moi et de trouver 2 adultes qui ne frappaient jamais à la porte et un bébé qui hurlait pendant tous mes appels Zoom. Ils ne me voyaient pas m'effondrer parce que je ne m'effondrais pas bruyamment. Je me suis juste renfermé. Et puis est arrivé le mariage. Becca voulait une cérémonie au bord d'un lac, une réception dans une grange bohème chic, des arches florales sur mesure, un quatuor à cordes en direct. Coût total, 46 000 $. Maman dit que tu serais content de payer, m'a-t-elle envoyé par texto. Pas de point d'interrogation. Pas de « s'il te plaît ». Quand j'ai hésité, elle a appelé. Je veux dire, c'est toi qui m'accompagne à l'hôtel, a-t-elle dit en riant. C'est symbolique. En gros, tu me donnes en mariage. Autant me donner la journée aussi. J'ai fixé le sol. Les mots de mon thérapeute résonnaient dans ma tête. Tu n'es pas leur portefeuille, Daniel. Mais ensuite, maman a appelé. C'est son seul mariage, chérie. N'en fais pas une question d'argent. J'ai encore cédé. J'ai payé la compte. J'ai envoyé les chèques aux prestataires. J'ai même payé la location du smoking de Ryan quand il a oublié. Et le jour du mariage, je n'ai même pas été mentionné dans les toasts. Je suis si reconnaissante envers mon mari, a dit Becca, radieuse. Et mes parents incroyables qui m'ont soutenu à chaque étape. J'ai applaudi avec tout le monde. Et quand maman a croisé mon regard et a articulé « Merci », j'ai pensé un bref instant que peut-être tout cela en valait la peine. Jusqu'à ce que les textos commencent à arriver. Des messages d'amis communs, de cousins éloignés. Et je me demandais pourquoi ton nom n'apparaissait pas sur le site du mariage. Attends, ce n'est pas toi qui as tout payé. Pourquoi l'oncle de Ryan est-il listé comme le sponsor? Becca m'avait exclu de son propre récit. Je n'étais pas son frère. J'étais sa banque. Mais le point de rupture n'était pas encore arrivé. Pas avant 2 mois plus tard, quand je leur ai finalement demandé de commencer à chercher leur propre logement. Je l'ai dit doucement, prudemment. Hey, je voulais juste savoir où vous en étiez dans vos recherches. Je peux vous aider à faire un budget si vous voulez, mais je pense qu'il est temps. Becca m'a regardé, les yeux ronds. Oh, alors tu en as fini avec nous maintenant. Ryan a marmonné, c'était prévisible. Je pensais que c'était trop beau pour être vrai. Et cette nuit-là, le message de maman est arrivé. Un seul texto.
Pas de « bonjour ». Je préférerais perdre mon fils que ma fille. Je l'ai relu 2 fois. Et quelque chose en moi s'est brisé. Pas comme du verre. Pas bruyamment. Comme un os. Nettement. Définitivement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis dans le noir, mon téléphone brillant dans ma main, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de Becca. C'était la maladie de toute ma famille, et j'avais passé ma vie à la nourrir. C'était fini. J'ai tapé une seule ligne. Parfait. Maintenant, payez tout vous-même. Puis j'ai appelé la banque. J'ai révoqué l'immatriculation de la Jeep. J'ai coupé les services publics. J'ai gelé le compte du mariage. Et juste quand je pensais que c'était fini, 10 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Je n'avais rien commandé, mais le colis sur mon paillasson portait mon nom. Et à l'intérieur, quelque chose que je n'aurais jamais attendu. À l'intérieur du colis se trouvait une pile de photos de mariage. Le mariage de ma sœur, celui que j'avais payé. Des dizaines de tirages brillants, de visages souriants, de flûtes de champagne, d'arrangements floraux sur mesure pour lesquels j'avais signé un chèque. Mais pas une seule photo de moi. Pas une. Aucune photo de moi accompagnant Becca à l'hôtel. Aucun moment spontané, aucun toast, aucune mention. Il y avait une note glissée entre les photos, écrite de la main de ma mère. Nous avons pensé que tu voudrais garder ça en souvenir. La famille est ce qui compte le plus. Mes mains tremblaient. Un souvenir. J'étais en train d'être exclu en temps réel et il voulait que je l'encadre. Je n'ai pas attendu. J'ai pris mon téléphone et ouvert la conversation de groupe familial. Celle où j'étais resté silencieux pendant des mois. Celle où ils avaient coordonné chaque événement que j'avais financé mais où ils n'avaient jamais assisté à quoi que ce soit qui me tenait à cœur. Et j'ai écrit, puisque la famille est ce qui compte le plus, parlons de ce à quoi cette famille ressemble vraiment. Puis j'ai joint les captures d'écran, le virement de 46 000 $ pour le mariage, le contrat de location de la voiture à mon nom, les reçus bancaires de leur mois de vie sans loyer, le texto où Becca écrivait « Tu as de la chance de ne pas être marié. Tu n'as pas de vraie responsabilité. » Et le message de maman « Je préférerais perdre mon fils que ma fille. » J'ai ajouté une dernière phrase. Vous avez confondu la gentillesse avec de la naïveté. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Silence pendant 4 longues minutes. Puis l'explosion. D'abord maman, qui appelait sans arrêt. Puis Becca. Quoi? Daniel, tu essaies de me mettre dans l'embarras? Et Ryan, c'est bas, même pour toi. Bas de partager la vérité? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas encore fini. Je me suis connecté au compte partagé des services publics et j'ai supprimé mes informations de paiement. J'ai appelé le concessionnaire et j'ai lancé la procédure de saisie. Ryan avait de toute façon manqué de paiement. Je leur ai dit où la voiture était garée. J'ai ensuite accédé au site de la liste de mariage. Ils ne l'avaient jamais retiré. J'ai laissé une note publique sur mon propre don, cadeau retiré. Le frère du marié n'a pas été crédité pour avoir financé l'intégralité du mariage. Il a fallu 2 heures à Becca pour le remarquer. Elle m'a appelé en visio à 23h52. Le mascara coulait sur son visage comme dans un feuilleton. Daniel, tu essaies sérieusement de ruiner ma vie? J'ai fixé l'écran. Tu as déjà ruiné la mienne. Tu avais dit que tu voulais aider. J'ai dit que je voulais soutenir ma famille, ai-je coupé. Je n'ai pas dit que je voulais être utilisé. Tu es tellement dramatique, s'est-elle moquée. Et j'ai ri. Vraiment ri, parce qu'elle était à des années-lumière de la réalité. Elle pensait que c'était du drame. Tu m'as volé, ai-je dit calmement. Tu m'as menti, tu m'as manipulé. Et maintenant tu es choqué que j'arrête enfin de financer ton délire. En arrière-plan, j'entendais maman crier, dis-lui qu'on en a fini avec lui s'il ne répare pas ça. Alors je me suis penché vers la caméra et j'ai dit, parfait. Finissons-en. Vous n'avez jamais eu de problème à faire comme si je n'existais pas, garder cette énergie. Puis j'ai raccroché et je les ai bloqués. Chaque numéro, chaque compte, chaque email de secours. Disparu. Mais il n'en avait pas fini. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était papa, l'homme qui avait passé une décennie à jouer la neutralité pendant que ma mère tirait les ficelles. Fils, tu réagis de manière excessive.
Tu sais que ta sœur est sensible. Ce que tu as fait, c'est agressif. Agressif. J'avais payé pour leur survie pendant 3 ans. Je leur avais acheté une voiture, un mariage, une vie. Et maintenant, j'étais agressif. Non. J'étais éveillé. À la fin de cette semaine, tout a changé. Becca et Ryan ont reçu un avis d'expulsion légale. J'ai consulté un avocat. Leur séjour n'avait jamais été officialisé, ce qui facilitait les choses. Je n'ai même pas eu à aller au tribunal. Ils ont essayé la culpabilité. Ils ont essayé de supplier. Ils ont essayé la rage. Maman a même laissé un message vocal en pleurant « Nous sommes une famille ». Les familles se disputent, mais elles ne s'abandonnent pas, mais c'est exactement ce qu'ils m'avaient fait pendant des années. J'ai fait une dernière publication sur les réseaux sociaux. Rien de vindicatif, juste honnête. Ce n'est pas égoïste de fixer des limites. Ce n'est pas cruel de dire non. Ce n'est pas dramatique de s'éloigner des gens qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. J'ai passé ma vie à confondre la loyauté avec le martyre. Plus maintenant. Puis j'ai éteint mon téléphone pendant une semaine. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Pas de bourdonnement de culpabilité, pas d'appel exigeant de l'argent, pas de poids invisible d'être le sauveur de tout le monde. Juste le silence. Et dans ce silence, je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir leur filet de sécurité. Ils ont déménagé un mardi. Pas de merci, pas d'au revoir. Juste une porte claquée, un réfrigérateur cabossé et un texto de Ryan qui disait « J'espère que la vie t'apprendra une leçon ». Je n'ai pas répondu. J'ai traversé ma maison cette nuit-là, mur nu, pièce vide, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soulagement. L'air était plus léger. Le silence n'était pas pesant. Il était à moi. La chambre d'amis n'était plus une nurserie. Le comptoir de la cuisine n'était plus encombré de boîtes à emporter. Mon frigo n'avait plus de notes passives-agressives sur le lait d'amande ou sur le fait qu'il y avait trop d'ail dans la nourriture que je payais. Ils étaient partis. Et quelque chose s'est débloqué en moi. Le lendemain matin, j'ai réaménagé mon bureau, installé des étagères, ajouté un fauteuil de lecture en cuir, reconquis mon espace. Puis j'ai fait quelque chose de fou. J'ai réservé un voyage en solo en Islande. 10 jours, sans itinéraire, sans urgence familiale, sans avoir à garder des adultes. Juste moi, une Jeep de location et un paysage gelé qui ne me demandait rien. J'ai escaladé des falaises volcaniques, je me suis baigné dans des lagons glaciaires, je me suis tenu sous les aurores boréales et j'ai ressenti, pour la première fois en plus de 10 ans, que j'étais petit dans le bon sens du terme. Pas écrasé, pas acculé, pas responsable des désastres des autres. Juste vivant. Pendant mon absence, Becca m'a envoyé un texto depuis un nouveau numéro. Juste pour que tu saches, on vit chez maman et papa maintenant. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Certaines familles se soucient encore de la loyauté. J'ai éclaté de rire au milieu d'un café de Reykjavik. Bien sûr, elle présenterait les choses comme ça. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que maman et papa se disputaient. Que la maison était trop petite. Que Ryan avait déjà emprunté de l'argent à papa et avait accidentellement utilisé sa carte de crédit pour DoorDash. Amelia, notre cousine, me tenait au courant. Il craque, a-t-elle dit dans un message. Maintenant que tu n'es plus là, le stress se retourne contre eux. Apparemment, quand j'ai cessé d'être le bouc émissaire, ils se sont retournés les uns contre les autres. Maman a accusé papa d'être trop indulgent avec Becca. Papa a reproché à Becca de profiter d'eux. Becca a hurlé que j'avais empoisonné la famille. Et Ryan, il a disparu pendant une semaine et est revenu avec un tatouage et une nouvelle idée de business de vapotage. Les textos d'Amelia sont devenus plus sombres. Ta mère m'a dit que tu étais mort pour elle. Becca dit que tu n'as jamais vraiment aidé, que tu voulais juste passer pour un héros. Ryan essaie de vendre la Jeep sur Facebook Marketplace même si elle a été saisie. Ils étaient en pleine spirale. Et moi. Je m'épanouissais. De retour à Seattle, j'ai recommencé à sortir. J'ai rejoint un groupe de randonnée. J'ai été de nouveau promu au travail. Je me suis acheté une moto. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme un rouage dans la machine du chaos de ma famille.
Je construisais ma vie, je la choisissais, et les gens l'ont remarqué. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années m'ont recontacté. L'un d'eux, Jamie, m'a serré dans ses bras lors d'un dîner et m'a dit « Daniel, tu as l'air plus léger, comme si tu avais enfin laissé tomber un rocher que tu ne savais même pas que tu portais. » J'ai souri, car c'était exactement ça. Ce rocher n'a jamais été à moi de le porter. C'était le poids des autres qu'il m'avait jeté dessus et m'avait culpabilisé pour que je le soulève. Et je l'avais enfin laissé s'écraser au sol. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas en colère. J'étais libre. Le seul moment où j'ai tressailli, c'était il y a 2 semaines, quand j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture m'était familière. C'était maman. La lettre commençait doucement. « Daniel, j'ai prié pour toi. J'espère que tu vas bien. La maison semble vide sans ta voix. » Puis venait le tournant. « Becca a des difficultés. Elle est très émotive. Je sais qu'elle a fait des erreurs, mais une famille doit pardonner. » Et enfin, la demande. Nous nous demandions si tu pouvais les aider à se remettre sur pied. Juste un petit soutien à court terme. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai brûlée, la regardant se recroqueviller et noircir dans un bol en céramique sur ma terrasse. Et tandis que la fumée montait dans les airs, j'ai murmuré « Je vous pardonne, mais je ne reviendrai pas ». Il y a un mois, j'étais assis sur un bar sur le toit en ville, seul, sirotant un bourbon, regardant le soleil fondre à l'horizon. C'était mon anniversaire. Pas d'appel, pas de texto. Ni de maman, ni de Becca, pas même une fausse publication Facebook empreinte de culpabilité. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Je ne suis pas resté près du téléphone à attendre. Je n'ai pas ressenti cette vieille piqûre d'être oublié. J'ai juste regardé le ciel brûlé d'orange et je me suis murmuré, tu l'as fait. Tu t'en es sorti. Avant, je pensais que famille signifiait obligation. Que l'amour se prouvait par le sacrifice. Que l'on donnait jusqu'à ce que ça fasse mal, puis qu'on donnait encore plus. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Et j'en avais fini d'être le prisonnier consentant du drame de quelqu'un d'autre. Les gens me demandent s'il me manque. L'idée d'eux me manque. L'idée d'une mère qui me protégeait, d'une sœur qui me respectait, d'une famille qui me voyait comme plus que ce que je pouvais fournir. Mais ces idées n'ont jamais été réelles. Ce qui était réel? La dette. La trahison. Le silence quand j'avais besoin de soutien. La manipulation déguisée en tradition. La façon dont il souriait quand je donnais et devenait cruel quand j'arrêtais. Ça, c'était réel. Et j'en ai fait le deuil. Pas comme une mort soudaine, mais comme une longue maladie qui a finalement rendu son dernier souffle. Je ne les déteste pas. Je refuse simplement de me rabaisser pour eux. Parce que voici la vérité que personne ne veut dire, les liens du sang n'excusent pas la violence psychologique. Être une famille ne donne à personne le droit de vous vider, de vous blâmer ou de vous effacer quand ça l'arrange. J'ai passé 31 ans à être le bon fils, le frère généreux, le soutien silencieux. Je pensais que si je donnais juste un peu plus, ils finiraient par me voir. Mais ils m'ont vu tout le temps. Ils s'en fichaient, jusqu'à ce que j'arrête. Maintenant, ma vie est calme, paisible, enracinée. J'ai commencé une thérapie à plein temps, pas seulement pour traiter ce qui s'est passé, mais pour m'assurer de ne jamais répéter le schéma. J'ai construit une nouvelle famille. Des amis qui appellent pour prendre des nouvelles sans rien vouloir. Des collègues qui célèbrent mes victoires. Une partenaire qui me dit, tu ne me dois pas le monde. Je veux juste toi, et c'est suffisant. Je garde une photo sur mon bureau. Pas de Becca. Pas de mes parents. Pas même du mariage que j'ai financé et dont j'ai été effacé. C'est une photo que j'ai prise lors de mon voyage en solo. Debout sur une plage de sable noir en Islande. Les vagues se brisant derrière moi, les bras tendus comme si j'attrapais le vent. Personne d'autre dans le cadre. Juste moi, souriant, libre. Cette photo me rappelle quelque chose de simple mais de profond. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas cruel. Je suis quelqu'un qui s'est enfin choisi. Et si cela fait de moi le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, qu'il en soit ainsi. Je ne vais pas retourner dans le feu juste pour prouver que je peux survivre à la brûlure. Je construis une vie où je n'ai pas à constamment guérir des blessures infligées par des gens qui prétendent m'aimer. La semaine dernière, j'ai croisé tante Rachel à l'épicerie.
Elle a d'abord hésité, comme si j'étais un fantôme. Puis elle m'a pris dans ses bras. Elle s'est penchée et a murmuré, « Je suis fier de toi, Daniel. Tu as été le seul assez courageux pour partir. » Et pour la première fois, j'y ai cru. Cette nuit-là, j'ai écrit quelque chose dans mon journal qui est maintenant encadré sur ma table de chevet, je ne me laisserai pas culpabiliser jusqu'à me sentir petit. Je ne porterai pas ce que les autres refusent d'assumer. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas leur sauveur. Je suis le mien. Il y a 2 jours, j'ai reçu un email de Ryan. Un objet simple et imec. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'il dirait. Des excuses à moitié sincères, une nouvelle urgence financière, une demande présentée comme une chance de renouer le contact. Mais je ne suis plus disponible. Pas pour cette version 2. À la place, j'ai emmené ma partenaire pour une escapade de week-end. Nous nous sommes déconnectés, nous avons ri, bu du vin au coin du feu. Et quand je lui ai raconté toute l'histoire pour la première fois, toute la vérité laide et épuisante, elle n'a pas sourcillé. Elle a juste dit, « Tu méritais mieux. Tu le mérites toujours. » Et je le crois aussi. Alors maintenant, quand quelqu'un me demande plus que ce que je peux donner, je me souviendrai de la sonnette, de ce colis avec mon nom dessus, des photos sans moi, du moment où j'ai enfin tracé la ligne. Et je dirai, sans culpabilité, sans excuse, non, pas cette fois. Parce que je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur réparateur. Je ne suis pas leur sacrifice. Je suis Daniel. Et je suis enfin libre.